Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la prépa Legal Mentors, donc la prépa qui accompagne les étudiants en droit de la licence au master pour valider leur année avec mention. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité brillant, Théo, qui est un ancien étudiant de la Sorbonne, de Nanterre et aussi d'HEC Paris. Il est actuellement fiscaliste et aussi élève avocat dans un grand cabinet français. Et il va donc nous partager son expérience en tant qu'étudiant en droit, ce qui lui a permis d'obtenir les meilleures notes et même de finir major de sa promotion. Donc Théo, je te laisse te présenter. Bah déjà, merci beaucoup, John. Ça fait plaisir d'être avec toi et de pouvoir partager mon expérience. Je m'appelle Théo. J'ai commencé mes études de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc où j'ai fait ma licence. Lors de la sélection en master, j'ai décidé de partir à Nanterre pour un master en droit fiscal des affaires, enfin, fiscalité de l'entreprise. C'est à la suite de ce master-là de ces 2 années de master, que j'ai passé l'examen du CRFPA que j'ai obtenu l'année dernière. À la suite de ça, j'ai intégré HEC, le master spécialisé droit et management international. J'ai décalé mon entrée à l'école d'avocat d'1 an pour pouvoir réaliser cette formation. Voilà. Ok, parfait. Donc merci pour ce parcours. Donc on va revenir un petit peu sur le parcours pré-universitaire. Donc déjà, est-ce que tu as toujours voulu faire du droit et à quel moment tu as su que le droit c'était une matière que tu voulais faire sur le long terme, quelque chose que tu voulais exercer professionnellement? Donc vraiment, j'ai absolument pas voulu faire du droit depuis toujours. Ok, J'ai beaucoup changé de vocation. Initialement, je voulais être pompier. Après, enfin, comme tous les petits garçons, je voulais être policier. ouais. Un peu plus tard, j'aimais bien la pâtisserie, donc je voulais devenir pâtissier. Je regardais juste le fait de savoir si mon métier allait me plaire ou pas. Mhm. Après le lycée, je savais pas trop quoi faire. Le lycée, ça a été vraiment une période un peu de doute sur mon avenir professionnel, surtout que au collège, j'avais de bons résultats. La conseillère d'orientation m'avait conseillé d'aller en général et donc pas de faire un truc en pâtisserie ou en cuisine. Oui, les CAP, cuisine, Ouais, etc. voilà, c'est Ouais. ça. Et moi, j'avais aucune idée de tout ce qui était, enfin, j'avais zéro information sur les études, même sur le lycée, je savais pas ce que ça valait, une générale par rapport à une technologique ou autre chose. Vraiment après la terminale, je savais pas vraiment quoi faire. Euh, donc je me suis lancé dans les études de droit. Enfin, j'avais candidaté un peu dans plein de formations différentes. Mhm. Et au final, en fonction des formations qui m'ont accepté, bah, j'ai décidé de partir en droit. C'est comme ça que ça s'est dessiné. Donc tu étais vraiment prêt à partir partout. Oui, Donc, vraiment, donc, vraiment, j'avais fait des candidatures en prépa éco, en médecine. Enfin, vraiment, j'avais candidaté partout. ah ouais, donc c'est vraiment c'est Parcoursup qui a décidé pour toi un peu de ton avenir. Ouais, entre autres, en partie, ouais. Ok. Bah en tout cas c'était un très bon choix, même si ça vient pas de toi directement, mais Ouais. ça s'est bien terminé. Franchement, je regrette pas. Ok. Et au lycée t'étais plutôt donc tu disais qu'au collège déjà que tu avais des bonnes notes et est-ce qu'au lycée t'étais aussi plutôt bon et est-ce que le fait si t'étais bon ou pas, est-ce que ça a eu de l'influence sur tes premières années en licence de droit? Je dirais qu'au lycée, il y a eu 2 phases. Donc la seconde, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à la troisième. Et donc j'avais assez de facilité, je réussis à avoir des bonnes notes sans trop travailler. À partir de la première, donc moi je me suis orienté vers une première S. Et à partir de la première, c'était plus trop pareil. Les cours, fallait travailler un minimum pour avoir de bonnes notes. Hmm. Donc au début, je me suis pris des tôles, comme on Ouais. dit. Et donc j'ai compris qu'il fallait un peu bosser. Donc j'ai commencé à travailler. Finalement, ça s'est très bien passé. J'ai obtenu mon bac, mention très bien. Mais en fait, quand je suis arrivé en droit, Hmm. après ma terminale S, j'ai été un petit peu déboussolé, on va dire.
parce que j'avais initialement un profil assez scientifique. Donc j'avais Mhm. de très très bonnes notes en maths, physique, SVT, tout ça. Et j'aimais vraiment ces matières-là. Et quand je suis arrivé en licence de droit, c'est vrai que surtout les 2 premières années, euh, on a des matières très générales qui posent des bases, mais qui sont très, je dirais pas littéraires, mais si, littéraire. Mhm. Littéraire, philosophique un petit peu, enfin, du droit constitutionnel, du droit administratif. On apprend vraiment les principes premiers du droit. Et vraiment, je me retrouvais pas nécessairement dans cette formation-là. Mais j'ai quand même décidé de continuer. Donc je me suis pas réorienté autre part, Mhm. avec l'espoir que au fil des années, justement, les matières deviennent plus intéressantes. Ouais. Ce qui a été le cas, donc je regrette pas non plus. Et le fait de, justement, parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui avaient fait un bac S, qui se sont plus euh, directement dans les études de droit parce qu'ils retrouvaient un peu l'aspect logique, mais bon, même s'il y a il y a beaucoup d'expressions écrites, mais ils retrouvent quand même une certaine logique mathématique. Et toi, venant de S, est-ce que c'est quelque chose que tu avais remarqué directement ou tu as quand même pris le temps de prendre tes marques par rapport à ça? Est-ce que c'était pour toi facile d'acquérir un peu cette logique juridique qu'on peut considérer comme une certaine, comme ayant une logique un peu scientifique et mathématique, ou au début c'était pas trop ça? Bah, c'est vrai que la logique juridique enfin, est largement transposable à la logique scientifique, étant donné que, en fait, quand on suit, par exemple, la méthode que ce soit de la fiche d'arrêt, commentaire d'arrêt, dissertation, ça ressemble un petit peu, tu vois, comme quand tu es en SVT et que tu suis un protocole expérimental, Hmm. ou même encore plus concrètement, le cas pratique, le syllogisme juridique, c'est exactement ce que tu fais en sciences quand tu souhaites démontrer quelque chose ou quoi. En mathématiques, on utilisait tout le temps, tout le temps, tout le temps un syllogisme. On répondait à chaque question par un syllogisme. Et donc c'est vrai qu'en arrivant à la fac de droit, bah, je savais ce que c'était déjà un syllogisme et Hmm. j'avais, tu vois, cette rigueur de justification euh, plutôt axée scientifique. Mais ce qui m'a un petit peu, pas mis dans le mal, mais qui m'a un petit peu euh, déstabilisé, c'est ce côté beaucoup plus littéraire, donc avec beaucoup plus d'expressions écrites, etc. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Donc, en fait, ce qui est c'est assez intéressant avec les études de droit, c'est que qu'on provienne d'un bac, bon, maintenant ça a changé les intitulés, mais Mm. bac S, ES ou L, donc plutôt littéraire, plutôt économique social ou plutôt scientifique, j'ai quand même l'impression que chacun a un petit peu ses chances de réussir. On part un peu tous de zéro, mais avec aussi de bonnes bases. Donc ceux qui sont en S, ils ont une logique, ils ont un raisonnement logique un peu plus développé. Ceux qui sont ESL ont plus d'expression et peut-être une meilleure expression écrite sur le papier. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Donc, chacun part un peu avec son avantage et aussi des inconvénients. Mais ce qui est beau dans ces études, c'est qu'à un moment, on finit tous par avoir à peu près le même niveau, puisqu'on suit tous le même enseignement, et on finit à la fin d'année à être normalement des bons étudiants en droit. C'est Et l'objectif en tout cas. c'est ça, ouais, si ça, si on s'accroche. Si on s'accroche. Et toi, tu décides, donc, enfin, si on, voilà, le Parcoursup a plutôt décidé pour toi, mais tu as dû quand même faire un classement. Donc, toi, tu fais une licence à la Sorbonne. Donc, ouais, pourquoi le choix de la Sorbonne? Alors déjà, c'est pas Parcoursup qui a choisi pour moi. D'accord? J'ai fait des choix, Oui? j'ai postulé un peu partout et après j'ai décidé quand même de m'orienter vers le droit. Mais Ouais. j'ai quand même. T'as quand même eu un peu la main mise sur ton avenir. Euh, Mais du coup, la Sorbonne, pourquoi la Sorbonne? Bah, comme je t'ai dit, j'avais pas trop d'informations, tu vois, sur tout ce qui était études supérieures. Donc, j'ai vraiment postulé dans les facs que je connaissais de nom. Hum, Donc, enfin, dans les facs proches de chez moi et dans les facs que je connaissais de nom. Donc, hum, j'avais postulé Sorbonne, Assas, Descartes, mais aussi les facs qui étaient plus proches de chez moi. Donc, l'UPEC, il y avait Saclay. Enfin, c'était pas Saclay à l'époque, c'était Sceaux, Jean Monnet.
Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il me semble que c'est les seules facs dans lesquelles j'avais postulé. Et donc, au tout début de Parcoursup, si je me souviens bien, j'avais eu l'UPEC. Et au fur et à mesure, enfin, tu vois, t'avançais dans les files d'attente et donc t'avais d'autres choix qui se débloquaient. Et donc, vraiment, mon goal, mon but ultime, c'était à Sorbonne parce que c'était la fac que je connaissais le plus de nom. Mm, À Sorbonne, enfin, à l'époque, je connaissais pas trop Assas. J'avais oui. entendu de nom ou même sur les classements, je voyais Assas, Paris 2, machin. Mhm, Mais j'avais jamais entendu le nom de cette université avant de postuler. Donc mm. vraiment, moi, c'était focus Sorbonne, Sorbonne, Sorbonne. Et donc quand j'ai eu l'acceptation à Paris 1, j'ai foncé. Je me suis pas posé de questions, j'ai accepté le vœu Ouais, ouais, c'est et une j'y très belle suis fac, allé. hein. Ouais, forcément, Ouais. ouais, ça se refuse pas trop. Et Mhm. ça s'est passé comment tes premiers pas à la Sorbonne? Est-ce que c'était au niveau des notes, c'était assez dur ou automatiquement t'avais vraiment pris le train et ça se passait plutôt bien? Au début, ça a été assez compliqué. Ok. Donc c'est vrai que dans les matières, surtout le droit constitutionnel, en fait, j'avais du mal avec la méthode, surtout. La méthode du commentaire de texte, commentaire d'arrêt, tout ça. C'est Mhm. vraiment assez compliqué. La dissertation, surtout que moi, j'en avais pas fait énormément. Enfin, tu vois, j'avais des cours de français au lycée, Mm. mais voilà, quoi, j'étais pas en L, donc j'avais pas énormément de rédaction. Et donc, j'avais pas non plus une très belle plume. Et donc, j'avais un petit peu du mal. C'est vrai que mes premières notes, surtout en droit constit, ça volait pas très haut. Donc, j'ai dû travailler, travailler, travailler. Et, euh, et je dirais que ça l'a fait grâce surtout au TD. Ok. Parce que, tu vois, même si j'avais pas des très bonnes notes en galop d'essai ou au partiel, le fait d'apprendre, parce que les notes de TD, tu vois, c'était des contrôles de connaissances. Donc, tu connais ton cours, tu peux avoir 20 Mm. techniquement. Et donc, le fait d'apprendre vraiment mon cours et de pouvoir le restituer lors de ces contrôles de connaissances, ben, ça m'a permis justement de compenser les lacunes que j'avais lors des examens. Mm. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment sauvé sur la première année. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne stratégie parce qu'au début, c'est difficile de maîtriser complètement la méthode des différents exercices juridiques, cas pratique, commentaire d'arrêt ou même commentaire de texte, dissertation surtout même quand c'est du droit Mm. constitutionnel. Et c'est vrai que les TD, je pense, ont même beaucoup plus d'importance en première année que les autres années parce que effectivement, comme on sait qu'on maîtrise pas forcément bien la méthode juridique, on peut encore compter Mm. sur des formats qu'on maîtrisait déjà bien au lycée, donc à savoir le contrôle continu, l'exercice où on doit apprendre un peu par cœur, ou sinon même rendre des devoirs maison, et surtout aussi la participation. Car ça permet un peu de compenser ces notes, et en même temps, ça nous laisse aussi le temps de maîtriser la méthode qu'on maîtrise pas suffisamment, et donc d'avoir une moyenne convenable jusqu'à ce qu'on parvienne à maîtriser complètement ces, euh, ces matières purement techniques en droit. Et puis c'est là où en fait on commence à passer de 10 à 12, 13, 14 parce qu'on parvient enfin à maîtriser la méthode. Donc effectivement ouais, c'est une très bonne stratégie de pouvoir compter aussi sur le contrôle continu. Et comment après t'es parvenu à acquérir un petit peu cette méthode là, donc les commentaires d'arrêt, ou dissertation, cas pratique. Qu'est-ce qui a fait que tu étais peut-être un peu plus à l'aise avec ces exercices-là? Parce que tu as dit que tu avais beaucoup travaillé. Tu t'y prenais comment pour vraiment atteindre un niveau convenable? Alors pour la méthode, bah, basiquement j'ai commencé par apprendre les méthodes qu'on nous donnait. Mhm. Et vraiment ce qui change tout, c'est la pratique. C'est la pratique parce que c'est vraiment comme ça que ça rentre. Mm. Enchaîner les fiches d'arrêt. Donc vraiment, tu vois, à chaque TD, on était contrôlé, tu vois, sur les fiches d'arrêt qu'on devait faire, etc. Donc vraiment ça m'a vraiment permis de d'imprimer la méthode de la fiche d'arrêt et vraiment, pour les examens qui ont suivi, de la faire vraiment naturellement, sans même avoir à réfléchir, tu vois, à la méthode. Je savais comment commencer,
Des chargés de TD nous avaient donné des petites techniques, tu vois. Par exemple, chaque partie commençait par une même formulation, ou par exemple, la partie en l'espèce, bah, commencer en l'espèce, en droit, machin. La partie rappel des faits, tu dis dans les faits. Enfin, tu vois, comment dire, des petites techniques, des petits moyens pour justement, comment dire, t'enlever de ce à quoi tu dois penser, la manière dont tu vas formuler ta pensée. Mhm. Et donc vraiment un peu, on va dire, standardiser tes fiches d'arrêt. Et donc savoir vraiment étape par étape quoi écrire. Donc vraiment, c'est ça qui a fonctionné avec moi. Et la pratique. Je rendais des devoirs supplémentaires facultatifs. Des Ah fois, oui. c'était même pas noté, juste pour que... enfin, le prof me donnait une note, mais ça comptait pas. C'était juste pour que je vois mon évolution. Mm. Donc voilà, franchement, c'est la pratique et la pratique. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que aussi je conseille aux étudiants que j'accompagne. Effectivement, plus on s'entraîne et Mm. plus les exercices deviennent un peu plus mécaniques et automatiques pour nous. Et effectivement, et aussi on s'habitue plus au format et on devient beaucoup plus à l'aise. Et il faut parvenir à ce que ça devienne automatique, à ce que ça devienne vraiment des exercices, nos exercices de prédilection. Surtout qu'en fait, il y aura de moins en moins de contrôle continu, il y aura de plus en plus d'exercices purement juridiques, donc commentaires des cas pratiques. Donc plus on en fait suffisamment tôt, et mieux c'est, et plus ce sera aussi facile d'obtenir des bonnes notes. Et le jour même des partiels ce sera vraiment quelque chose de tranquille et plus trop angoissant d'être face à une copie de cas pratiques ou autre. Et Exactement. Juste par exemple, excuse-moi, je te coupe, non, vas-y, je t'en mais prie. ben, juste à titre d'exemple, tu vois, mes premières fiches d'arrêt, tu vois, je devais mettre peut-être 1h30 à les Mm, faire une fiche d'arrêt, alors qu'avec la pratique, enfin, tu t'améliores, tu gagnes en efficacité, en rapidité, et à la mhm. fin, ta fiche d'arrêt, tu la fais en 30 minutes. 30 minutes, c'est plié, tu peux passer à la suite de ton commentaire. Et c'est vraiment la pratique qui te permet d'acquérir cette maîtrise-là et justement de commencer à accélérer sur la rédaction de ton devoir. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de secret. C'est ça, hein. Bah oui. Et Mm. surtout qu'en plus, justement, on est tellement pas habitué avec ce type d'exercice que parfois la fiche d'arrêt, c'est même un partiel en Mm. lui-même. Et puis, quand on voit, quand on est en première année, qu'on n'en a jamais fait, la fiche d'arrêt, ça peut effectivement, comme tu dis, Mm. prendre 1h30, 2 heures. Mais après, plus on en fait, et en fait, normalement, en principe, une fiche d'arrêt, si tu maîtrises bien, c'est 15 minutes, 20 minutes. Donc, Mm. ouais, on passe vraiment, c'est un cap. Mais après, vous allez voir, vous verrez l'évolution. On passe de quelque chose d'insurmontable à quelque chose de vraiment très facile. Mm. Il y aura d'autres problèmes après. Mm. D'arrêt. Des problèmes de taille. Voilà, ce sera plus la file d'arrêt, ce sera autre chose. Donc bon, plus vous maîtrisez la file d'arrêt suffisamment tôt, surtout si vous êtes en première année, et plus ce sera facile. Et d'ailleurs, si vous souhaitez améliorer votre méthode de travail et viser la mention durant votre année, n'hésitez pas à prendre un appel. Il y a un lien qui se trouve dans la description. Donc voilà, donc ça c'était par rapport à tes années de licence. Et à la suite de ça, donc tu pars en master, donc master 1 en fiscalité, donc droit fiscal de l'entreprise à Nanterre. Donc pourquoi en fait ce choix de la fiscalité et pourquoi aussi le choix de Nanterre, mais surtout pourquoi la fiscalité? Est-ce que c'était encore un peu le fruit du hasard ou c'était vraiment une spécialité qui te plaisait depuis un moment quand tu étais en licence? Bon, déjà, je vais répondre à la question pourquoi Nanterre. Hmm. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait donc, la moitié de ma deuxième année. Ah Hmm. non, en deuxième année, troisième année, on était sous Covid, confinés, donc quoi, en partie à distance, etc. Et moi, je l'ai plutôt mal vécu. Ce format à distance me convenait pas, surtout qu'on avait certains cours qui n'étaient pas en visio, en direct, des profs qui faisaient des vidéos. Hmm. Dans les vidéos, tu vois, ils parlent plus vite, vu qu'il n'y a pas les étudiants qui sont en face, qui donnent le rythme. Et donc, avec le débit de parole, on devait mettre, tu vois, les cours en fois 0,5 pour pouvoir suivre. Et donc, un cours de 3 heures, tu mettais 6 heures à le reprendre.
Et donc vraiment, les cours à distance, ça a décuplé la quantité de travail que j'avais. Et donc Hmm. j'ai un petit peu lâché à ce moment-là. Et donc c'est vrai que, mis à part les matières qui m'intéressaient vraiment, L2, L3, mes notes ont été bof bof, quoi. Et c'est pour ça que je n'ai pas été admis à Paris 1. Donc, parce que initialement, je comptais rester à Paris 1 pour mon master. J'ai pas Ok. été admis là-bas. Et donc, j'ai été admis à Nanterre. Hmm. Et donc, sur le choix de la spécialité, donc la fiscalité, donc j'ai eu un premier cours de fiscalité en L2, il me semble. Ok. Euh, ouais, c'était en L2, c'est ça. Premier cours de droit fiscal, donc c'était un cours assez général, tu vois, où on voyait les différents types d'impositions, etc. Et vraiment, dans cette matière, en fait, j'ai retrouvé euh, cet aspect un petit peu scientifique, je dirais, tu vois, avec un peu de chiffres, un peu de... Enfin, c'est une matière à la croisée de plusieurs autres matières, comme l'économie, la finance, etc. Et c'est vraiment ce qui me manquait, comme je te disais tout à l'heure, après, enfin, en sortant d'un bac scientifique et en arrivant dans une formation très théorique en première année de licence, c'est vraiment ce qui me manquait. Quand j'ai découvert la fiscalité, j'ai trouvé vraiment la matière qui me passionnait. Et donc, c'est pour ça que mon choix au niveau de la sélection en master, c'est naturellement orienté vers la fiscalité et de manière générale le droit des affaires. Mhm. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi un master en fiscalité de l'entreprise. Et donc voilà. Et donc, c'est parce que aussi, surtout, tu avais retrouvé un peu l'aspect, donc tu disais scientifique, mais aussi un peu mathématique que tu avais laissé au lycée. C'est ça exactement. Bon, c'était pas du niveau de maths terminales, Ouais. mais tu vois, tu Ouais. avais des petits pourcentages, des petits enjeux de ce style-là qui me Mhm. plaisaient bien. Et donc, voilà. Est-ce que tu dirais que vraiment, pour apprécier la fiscalité, être à l'aise avec cette matière-là, il faut être déjà à l'aise avec les chiffres? Est-ce qu'il faut être bon en maths ou des personnes qui sont pas forcément bonnes en maths? Est-ce que tu penses que ça va être plus difficile pour eux la fiscalité? Je dirais pas qu'il faut être bon en maths, mais de manière générale, pour toutes les matières de droit des affaires, il faut être un minimum à l'aise avec les chiffres, parce que ce soit en fiscalité ou en corporate, M&A, enfin, toutes les autres matières qui gravitent autour du droit des affaires, Hmm. il y a toujours des chiffres, il y a toujours des petits pourcentages, il y a toujours des calculs, des taux, des formules. Et donc, si t'es pas un minimum à l'aise avec les chiffres, que tu fais une syncope à chaque fois que tu vois un pourcentage, ça va être compliqué. Ouais. Mais Après, après, niveau mathématiques, il y a pas de calcul compliqué. En général, c'est des additions, soustractions, divisions. Enfin, c'est les trucs de base, un petit produit en croix, voilà. Pas après, vous plus. avez le droit à la calculatrice, non, c'est pas de tête. Oui, 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 oui. Ok, Mais au moins, faut savoir quoi écrire sur la calculatrice. c'est ça. Ouais, exactement. Ok, bon, ça c'est déjà un peu rassurant. Ok. Et donc, tu poursuis toujours dans la même spécialité forcément. Donc je suis la logique du master 2, donc toujours en fiscalité à Nanterre. Et là, c'est une année où bah, tu réussis brillamment et tu finis major de promotion. Donc comment on fait pour devenir major de promotion? Parce que c'est quelque chose qui que tout le monde n'a pas la chance de devenir major. C'est quoi la méthode pour devenir major? Et et oui, est-ce que aussi ça ouvre certaines portes de devenir major de promotion? Alors déjà, je sais pas s'il y a une méthode pour devenir major. Est-ce qu'il faut faire beaucoup de sacrifices? Et t'avais plus de vie à côté? Bon, après, déjà, je dirais que le fait que je sois déjà extrêmement intéressé par la matière a joué énormément dans ça. Mhm. Parce que, surtout en master 2, parce qu'en fait, le master 1, c'était un master droit des affaires et fiscalité. Et donc, on avait un tronc commun assez lourd en droit des affaires de manière générale. On avait concurrence, sûreté, droit des sociétés. Et j'avais seulement deux matières de droit fiscal, donc TVA et IS. Donc, c'est vrai qu'en M1, j'ai pas eu enfin, beaucoup de fiscalité. Mais vraiment, le Master 2, on avait quasiment que des matières de fisca. On avait des intervenants qui étaient
très pertinent, hyper intéressant. On a eu des avocats, on a eu une dame qui travaillait à la DGFIP. Donc voilà, les cours étaient beaucoup plus intéressants selon moi. Mhm. Et c'est vrai qu'au niveau des travaux donc à rendre, on avait beaucoup plus de projets que d'examens sur table purement théoriques. Donc des projets avec des sortes de gros cas pratiques, des sortes de simulations. Et je me suis beaucoup investi dans ces projets-là. Et même dans l'ensemble des rendus, enfin des devoirs que j'ai rendus cette année, je me suis vraiment donné. J'ai essayé toujours d'aller au bout des choses, de bien faire mes recherches, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir de très bonnes notes donc, dans tous les rendus que j'ai faits. Et ce qui a aussi beaucoup joué dans, dans ma note donc de Master 2, c'est ma note de mémoire. Donc il faut savoir que j'ai fait un stage, donc stage de fin de master. Et en parallèle, il fallait que l'on rédige un mémoire de stage. Donc c'était un mémoire qui devait porter sur un sujet qu'on avait traité pendant notre stage. Donc moi, j'ai pris un sujet en relation avec l'émission que j'avais eue lors de mon stage et j'ai vraiment poussé pas mal le sujet. J'ai fait des recherches complémentaires, j'ai fait une analyse comparée, donc avec des dispositifs qu'on trouvait à l'étranger. Enfin, j'ai vraiment étoffé mon devoir. Et ce qui m'a valu une très bonne note. Et donc, le, la note de mémoire euh, comptait pour approximativement 40% de la note annuelle. Ah oui, c'est Donc, beaucoup, ouais. donc ça a pas mal aidé. Et sinon, bah, c'est le travail, la rigueur et voilà, hein. Mm. Donc c'est surtout aussi il y a un jeu de coefficients qui fait que il faut aussi allouer suffisamment bien son temps sur les bonnes matières et les bons projets. Et aussi le fait que, ben forcément, l'intérêt aussi que tu portais pour le master, dû au fait que la majorité des matières te plaisait, ça joue énormément, puisque tu prends plus le temps, j'imagine, pour bien travailler ces différents projets-là. Et donc, ouais, tout naturellement, bah, on obtient de très bons résultats. Donc, ouais, ouais, bah, c'est logique, très bien. Et aspect un peu, je dirais, personnel, mais aussi étudiante. Je sais qu'il y a, oui, il y a beaucoup d'étudiants en droit qui, en parallèle de leurs études, ont un job. Je sais que toi, c'était ton cas, un job étudiant. Comment toi, t'es parvenu à t'organiser de la bonne manière pour vraiment bien réussir tes études, tes différentes années, malgré que tu avais un job étudiant qui pouvait être assez prenant? Comment vraiment s'organiser pour éviter voilà, de perdre un peu le sens de ses études et peut-être consacrer trop de temps au job étudiant par rapport à ses études? Comment en fait allouer suffisamment bien son temps pour pouvoir avoir un bon job étudiant et aussi bah, performer dans ses études de droit? Alors oui, c'est exact. Dès la première année de droit, donc j'ai pris un job étudiant en parallèle de mes études. J'ai travaillé dans une très grande chaîne de fast-food. Et donc, bah, je dirais que mon choix s'est orienté vers ce type de structure-là parce que c'était parmi les seules entreprises où tu pouvais travailler le soir, où tu pouvais travailler le week-end. Et donc, vu que j'avais cours la journée, ça m'arrangeait de pouvoir travailler le soir. Mhm. Et donc, j'ai commencé par un contrat de 17 heures par semaine. Et donc, je travaillais vendredi, samedi, dimanche et un soir en semaine. Généralement, je sélectionnais un jour où j'avais pas cours l'après-midi ou alors un jour où le lendemain, je commençais pas à 8 heures. Ok. Comme ça me permettait, enfin, parce que généralement, je finissais assez tard. Donc, il m'arrivait de faire la fermeture à 2 heures du matin. Et donc, c'est pas trop compatible, tu vois, si t'as un TD le lendemain matin à 8 heures, C'est c'est un ça. peu compliqué. Ouais. Donc, franchement, je m'arrangeais comme ça. Et ce type de job étudiant, c'est cool parce que tu peux vraiment t'organiser comme tu veux, enfin, en fonction, bien sûr, des RH et de s'ils sont cool. Mm. Mais en théorie, ils s'adaptent assez bien à ton emploi du temps à la fac. Et donc, vraiment,
C'est ça qui m'a permis de réussir et comment dire, d'allier les deux. Mhm. Et après, côté fac, bah, c'était vraiment beaucoup de rigueur parce que tu as du temps en moins de travail, parce que nécessairement tu travailles, mais tu as en plus la fatigue, donc qui te fait perdre entre guillemets encore plus de temps parce que tu peux être moins efficace, moins productif quand tu travailles. Et donc vraiment, c'était de la rigueur, donc s'astreindre à travailler régulièrement, faire mes fiches au fur et à mesure et pas au dernier moment. Bon, ça a été un peu compliqué, tu vois. Enfin, je vais pas dire que j'ai été, comment dire, Parfait. exemplaire du début à la fin, tu vois. On a tous des hauts et des bas pendant les études, Mm. mais franchement, j'ai essayé de garder cette rigueur au maximum parce que vraiment, l'erreur à pas faire, surtout en licence de droit, c'est de se laisser déborder par les cours, ne pas aller au CM parce que bah, c'est pas obligatoire, je vais pas au CM, c'est pas grave. Et après, quand tu te retrouves à l'examen, bah, t'es perdu. Mhm. Tu te retrouves à découvrir une matière la veille de l'examen. Faire une nuit blanche, bah, c'est pas très productif. Et en général, quand tu fais ça, t'as pas une très bonne note. Ouais. Donc, vraiment essayer de travail, travail. Je vais au boulot, je rentre à la maison, je révise. Et voilà, essayer de garder du temps pour se reposer, pour faire du sport, pour un peu s'aérer l'esprit. Et vraiment, c'était ça, c'était vraiment une histoire de rigueur, savoir partager son temps. Et voilà, hein. Ouais, c'est ça. Et Rigueur et franchement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faut juste savoir pourquoi tu le fais. Si t'es motivé, ça va le faire. ça Ouais, le fait. t'en es l'exemple. Très bien. Donc tout est possible. Rigueur et discipline. Ok. Et après donc Nanterre, après le Master 2, donc tu candidates pour une école de commerce, pas n'importe laquelle, HEC Paris. Donc tu candidates et tu es admis au master spécialisé LLM droit et management international. Déjà, pourquoi à l'issue de ton master 2, tu as voulu rejoindre une école de commerce? Est-ce que quand on est fiscaliste, c'est quelque chose qui est presque indispensable de rejoindre une école de commerce comme HEC Paris? Et est-ce que tu considérais qu'un master 2 en fiscalité, c'était pas suffisant pour atteindre les différents objectifs que tu souhaitais atteindre? Donc déjà, pourquoi tu as voulu candidater en école de commerce? Alors déjà, à la fin de mon master 2, je me sentais pas vraiment prêt, tu vois, à entrer dans la vie active en termes je veux dire, de connaissances. En fait, j'ai trouvé que le master 2, même s'il était très bien, qu'on avait des super cours, des super intervenants, euh, ça, je l'ai découvert surtout pendant mon stage. Il y a plein de choses donc, qui sont primordiales, notamment dans la fiscalité, qu'on ne voit pas à la fac. Donc, dans la fiscalité, tu as plein d'implications financières. Donc, il y a pas mal de sujets sur de la finance, sur de la comptabilité. Et enfin, bon, de la comptabilité, j'en avais fait quand même en master, Mhm. mais pas de manière aussi poussée que, en école de commerce. Et donc, initialement, j'avais plutôt pensé à faire une formation en finance, tu vois. Ok. Sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait être un petit peu compliqué en sortant d'un master de droit de postuler en master en finance, étant donné que j'avais pas fait d'économie, tu vois, en licence ou plutôt. Enfin, je sais pas trop comment tu arrives en master en finance, mais je suppose que tu as de l'économie, tu as pas mal de mathématiques, etc. Donc, Mhm. chose que je n'avais pas faite depuis près de 5 ans. Mhm. Donc, finalement, je me suis ravisé et j'ai découvert les masters spécialisés en école de commerce. Donc, c'est des formations qui sont faites, qui sont taillées spécifiquement pour les personnes qui sortent d'un master en droit et qui te permettent vraiment d'avoir une formation complémentaire dans des domaines qui ne sont absolument pas juridiques. Donc, notamment en finance, en stratégie, marketing, plein de matières comme ça qu'on ne voit jamais à la fac et qui sont pourtant primordiales, surtout, je dirais, enfin, si tu veux devenir avocat, pour comprendre les problématiques de tes clients, parce que quand tu es avocat en droit des affaires, fiscalité, enfin, dans toutes les matières qui gravitent autour du droit des affaires, ton objectif, c'est de répondre aux problématiques de ton client, et pour pouvoir y répondre, il faut déjà les comprendre. Mhm. Donc déjà, il y a ça.
Et ensuite, pourquoi HEC? Eh bien, je dirais que mon choix c'est fixé sur HEC déjà parce que bon bah on le sait, Ne HEC c'est présente la plus. première école de commerce en France, donc ça faisait un petit peu rêver. Et même sans être très connaisseur, tu vois, de tout ce qui est études, machin, tout le monde connaît HEC au moins de nom. Donc il y Mhm. avait ça. Et aussi, il y avait tous les cours qui se déroulent au second semestre. Donc il faut savoir qu'à HEC, dans le master spécialisé, premier semestre, on a des cours, donc comme j'ai dit, finance, marketing, stratégie. On a quelques cours de droit, on a les droits de l'Union européenne et d'autres cours encore. Mais au second semestre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un semestre sur mesure. Donc on a une liste avec une vingtaine, 20, 25 matières. Et donc c'est vraiment au choix. On choisit, il me semble que c'était 7 matières. Oui, Et 7 ou 8. Oui. moi, je sais plus. Parce qu'il y a les concours aussi. Donc, Ah oui, c'est vraiment à la carte. ouais, c'est semestre à la carte. Et donc la plupart de ces cours étaient dispensés en cabinet d'avocat par des avocats. Et donc ce qui était, enfin, la plus-value apportée par HEC, c'était vraiment ce côté pratique où tu as des cours dans des matières juridiques que tu n'abordes généralement pas à la fac. Et que habituellement bah, tu découvres quand tu arrives en stage et tu connais rien et tu galères un petit peu. Et Mhm. donc là, bah, ça nous donnait un, comment dire, une première idée de ce qu'on allait avoir face à nous dans nos stages dans ces cabinets-là plus tard. Mm. Et Ouais, donc, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, ouais. C'est l'avantage de cette formation, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, ça permet de bien comprendre son client, surtout quand on est en droit des affaires, forcément, on a une clientèle qui est spécialisée en finance, en stratégie, en marketing, comptabilité. Il faut maîtriser un minimum ces choses-là. On ne demande pas non plus d'avoir des connaissances super poussées, mais au moins comprendre les différents mécanismes de façon à comprendre le langage de nos clients et aussi être capable de fournir le meilleur conseil possible. Et aussi, l'autre phase aussi intéressante dans ce programme, comme aussi tu l'as dit, c'est la phase du parcours à la carte où là, généralement, on prend les matières qui nous sont le plus utiles par rapport à notre projet professionnel. Je sais qu'il y avait, bah, pour ceux qui sont fiscalistes, il y a quand même pas mal de choix par rapport à ça. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est des cours qui sont donnés bah, par de très grands cabinets sur la place parisienne, dans les cabinets, majoritairement des cabinets anglo-saxons et quelques cabinets français, et donnés aussi par bah, des avocats qui sont bah, des partenaires dans ces cabinets-là. Donc on a vraiment la meilleure formation possible et oui, le meilleur accompagnement possible. Et même par la suite, si on recherche des stages ou de bonnes collaborations, c'est aussi une première entrée, je dirais, vers ces cabinets-là, une première découverte. Et aussi, ça permet aussi de voir ce qui nous plaît le plus et aussi euh, voir aussi le cabinet dans lequel on est aussi le plus à l'aise. Donc, franchement, c'est vraiment une formation sur mesure que je conseille à 100%. Et, euh, et sur un petit peu ouais, ta position par rapport à ça, sur la vision globale, je dirais, de ces études de droit et donc notre approche à l'égard des écoles de commerce, est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il est de manière générale indispensable de faire une école de commerce comme HEC, ESSEC ou SCP pour intégrer les meilleurs cabinets d'affaires ou un master 2 ça peut suffire? je dirais que tout dépend du master 2 que tu fais, parce que c'est sûr que, enfin, que ce soit en droit des affaires, en fiscalité ou dans toute autre matière, il y a un peu the master en France, le premier master. Donc si tu sors de là, bah, tu peux aller un petit peu où tu veux. Hmm. Mais c'est vrai que si t'as pas fait le premier ou le deuxième master, ça peut être compliqué d'avoir des opportunités donc dans certains cabinets, surtout les gros anglo-saxons, même les gros cabinets français à Paris. Hmm. Euh, donc c'est vrai que passer par une école de commerce, c'est un gros plus. Surtout que, mis à part donc l'enseignement que tu reçois et tout ce que tu apprends là-bas,
enfin, ça te donne vraiment un accès privilégié au monde professionnel. Donc, à travers différentes rencontres. Parce que nous, par exemple, je crois qu'on a rencontré une dizaine de cabinets dans l'année. Donc, Mm. on avait des petits cocktails, des petites présentations dans ces cabinets-là. Et tu vois, c'est un bon moyen de, d'aller discuter. Il faut oser, il faut aller à la rencontre des avocats. Quand il y a un avocat en fiscalité, bah, j'allais le voir, j'allais lui parler. Et justement, c'est ce réseau que tu te tisses, en fait, qui est aussi une immense plus-value des écoles de commerce. Et j'ai notamment obtenu deux de mes stages grâce à ça, tu vois, grâce au réseau, en allant discuter avec un associé pendant un événement, et ça a débouché sur un entretien et une offre de stage. Donc vraiment, Ah oui. faut vraiment pas négliger ce côté-là. Donc franchement, je dirais pas que c'est nécessaire, mais c'est un gros plus. Surtout que maintenant, la plupart des gros cabinets, même pour les personnes qui sortent des meilleurs masters, ils exigent souvent soit un passage en école de commerce, soit un double diplôme en école de commerce, donc comme le font certaines facs, Mhm. soit un LLM, enfin quelque chose de plus pour te démarquer des autres, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché. Donc plus il y a d'offres, enfin plus il y a de demandes, bah, plus les offres se font rares. C'est Et ça. donc En quelque sorte, il faut un peu s'adapter à son marché. Le c'est marché ça, du droit, il devient super compétitif, donc forcément, c'est t'as pas le choix. un bon plus. C'est ça, ouais. Ouais. Si on veut vraiment pouvoir concurrencer les meilleurs, on est obligé de passer par les meilleures écoles. C'est ça, vraiment, faut se démarquer, faut essayer de se mettre en avant, tu vas faire des concours, aller à des forums, rencontrer du monde, et vraiment, comme ça, développer un petit peu son réseau et son CV. Ouais, c'est ça, ouais, tout Mm. à fait, totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent un petit peu sur leur choix d'orientation, et si vous visez aussi des masters sélectifs, vous pouvez prendre un appel, il y a un lien qui se trouve dans la description. On pourra vous donner, en fonction de vos profils, vos aspirations, les meilleurs choix à faire, la meilleure stratégie aussi à opérer pour intégrer vraiment les meilleurs masters et les meilleures écoles de commerce. Tu disais à un moment, donc bah, ça, HEC, ça t'a permis, entre autres aussi, bah, bien de décrocher de très bons stages. Pour revenir un petit peu sur l'aspect recherche de stage, parce que je sais que tu as quand même passé pas mal d'entretiens, et avoir passé pas mal d'entretiens, ça veut dire on a aussi très bien fait ses recherches. Comment toi, tu t'y prends pour rechercher un petit peu les cabinets? Comment tu fais pour avoir les entretiens? Est-ce que tu as une méthode particulière qui te permet d'avoir les entretiens et d'être aussi admis dans ces cabinets-là? Donc, où est-ce que tu cherches déjà? Comment tu cherches? Et comment tu parviens à te démarquer pour avoir des entretiens et aussi parvenir à être admis dans ces cabinets? Alors, déjà, sur mes techniques de recherche, ouais, tout bêtement, j'allais sur les différents classements qu'on peut retrouver donc en ligne, et je regardais, quand je connaissais absolument pas l'état du marché des cabinets, je regardais les cabinets qui sont les mieux classés, etc. Hmm. Et ensuite, j'ai essayé d'aller donc sur les sites des cabinets et regarder un petit peu leurs pratiques, donc voir un peu ce qu'ils font, euh, comment est structurée leur équipe fiscale, s'il y a beaucoup d'avocats ou pas, s'ils font plus de la fiscalité transactionnelle ou plutôt du suivi d'entreprise plutôt général. Et donc déjà, j'opérais une première sélection en fonction de ça. Aussi, bah, comme je t'ai dit, le réseau, c'est vraiment important. Et donc, dans toutes les rencontres qu'on a fait dans le cadre du MS à HEC, j'ai essayé de discuter au maximum donc avec les avocats, fiscalistes qu'on a pu rencontrer. Et vraiment, en fait, ça met un visage, ça met une voix sur un CV que l'avocat peut recevoir. Et donc, avoir ce premier contact, pouvoir discuter avec lui de sujets, qu'ils soient juridiques ou pas, hein. Tu peux parler de tes hobbies, tu peux parler de plein de trucs qui ne sont pas juridiques, tu peux parler du cocktail qui est là. Et, mais au moins, ça fait un premier contact avec la personne. Et Ouais. quand elle recevra ton CV le soir même ou le lendemain, eh bien, elle va se dire, ah, mais oui, lui, je lui ai parlé, machin, il était sympa.
Et donc ça joue énormément. Et c'est vrai que donc oui, sur la recherche de stage, eh bien, je me suis fait aussi, j'ai essayé de me faire ma propre opinion donc des différents cabinets dans lesquels on est allé, qu'on a vu, etc. En demandant justement aux avocats quelle était leur pratique pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai opéré mon choix, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets renommés, et donc quand tu vois que tu as, je sais pas, une trentaine de gros cabinets en fiscalité sur Paris, comment trancher entre un cabinet ou un autre? Donc c'est Hmm. vraiment comme ça, en essayant de se renseigner au maximum. Contacter les stagiaires, c'est important. Contacter les anciens stagiaires sur LinkedIn, c'est facile à trouver. Tu tapes le nom du cabinet, tu mets taxe à côté. Non, tu tapes, ouais, nom du cabinet, stagiaire, taxe. On trouve les anciens stagiaires ou les stagiaires actuels. On leur demande comment ça se passe, les dossiers, est-ce qu'ils sont intéressants, sur quel type de problématiques ils travaillent, etc. Les horaires aussi, ça peut être important. Ouais, pour certains, ouais, je crois que c'est le plus important, j'ai l'impression, parmi les La étudiants. gratification de stage. Bien sûr, les Poser sujets les bonnes importants, questions. les sujets sensibles. Et au moins, ça nous donne un aperçu plus, on va dire, plus vrai, entre guillemets. Hmm. Parce que au moins là, on a un contact avec quelqu'un qui n'est pas intéressé là-dedans. Donc c'est un gars qui est stagiaire comme nous. C'est pas son cabinet, il n'est pas collaborateur là-bas, il n'est pas associé là-bas. Donc si ça se passe pas bien, il peut te le dire. Et Hmm. donc chose que un avocat ne te dira pas nécessairement, tu vois. Tu vas aller parler avec un avocat, il va pas te dire ah ouais mon cabinet il est nul, on harcèle les gens, tu pars pas avant 3 heures du mat. Ça n'existe pas ça, on va jamais te le dire. Hmm. Alors que les stagiaires actuels ou anciens, eux, ils peuvent te le dire. C'est Donc ça. ça aussi, c'est très important. Ouais, Et, et donc après, pour transformer l'essai, c'est ça. Comment on fait pour... bah, en fiscalité, selon les cabinets, au niveau des Parce qu'en entretiens, fiscalité, vous avez des entretiens assez techniques, non, généralement. C'est quoi un peu le format des questions? Est-ce qu'il y a quand même un aspect, forcément, où on regarde un petit peu le CV, on teste un peu votre personnalité, voir si vous allez bien vous entendre. Mais il y a aussi un aspect assez important quand même sur la technique. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent? Est-ce qu'il y a, oui, il y a moyen de d'être capable de répondre à toutes les questions? Comment ça se passe un peu un entretien type en fiscalité? justement, sur les entretiens, je dirais qu'il y a allez, deux types de cabinets. Tu as d'abord les cabinets où tu vas aller à l'entretien, ça va être un entretien 100% de personnalité, ou alors avec une ou deux petites questions, tu vois, mais pas vraiment plus loin, tu vois. Des petites questions pas très compliquées, juste pour voir si tu as des réflexes sur justement des sujets relativement simples. Donc en fiscalité, il y a notamment des questions qui reviennent souvent sur par exemple les conditions du régime Murphy, conditions de l'intégration fiscale, les modalités de limitation de la déductibilité des charges financières, des choses comme ça. Et après, il y a un autre type de cabinet où là, tu peux avoir un entretien de personnalité qui va durer 15 minutes et Mhm. après, un cas pratique, des questions pendant 1 heure. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mhm. Donc déjà une première fois en fin de Master 2, pendant que je cherchais mon stage de Master 2. Donc là, c'était compliqué parce que j'avais fait que de la fiscalité des entreprises et on m'a posé beaucoup de questions en fiscalité personnelle et patrimoniale. Donc Mhm. là, c'était assez compliqué. Mais après, avec donc les révisions pour le CRFPA, j'ai dû donc me plonger un minimum là-dedans. Et donc ça a été plus simple pour la suite et pour les entretiens qui ont suivi. Mais sinon, après, oui, il y a certains cabinets qui aiment bien poser des questions, qui aiment pousser les choses, complexifier. Ils vont te poser une question avec, je sais pas, une holding en France et sa filiale en France. Après, ils vont te dire, ah, mais si la holding, elle est au Luxembourg, comment ça se passe? Tu vois, complexifier les choses comme ça. Donc, tu pars d'un petit cas assez simple et au final, en changeant quelques variables, eh bien, ça devient plutôt compliqué. T'as un temps de Et donc, préparation, t'as un temps de préparation quand même ou c'est vraiment on te le pose, en tout cas pour le format cas pratique, est-ce que tu prépares quand même le cas pratique en amont ou juste on te pose le cas pratique et tu dois y répondre de manière immédiate? non, on te pose la question comme ça et tu Mm. dois y répondre
comme ça, de manière immédiate, comme tu as dit. Mais après, tu peux réfléchir. T'es pas non plus une machine, ils le savent très bien. Donc, tu peux te poser 2 minutes pour réfléchir. Si tu as appris un petit bloc-notes, un stylo, tu peux faire un petit schéma pour y voir plus clair, etc. Mais Ok. oui, non, il n'y a pas de préparation. C'est pas, tu prépares pendant 30 minutes et après tu fais un exposé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, sur ça. Bah, en fait, il faut vraiment se renseigner sur la pratique du cabinet parce que en général, le cas pratique qu'ils te posent, l'ensemble des questions qu'ils vont te poser, c'est des questions qu'ils ont à traiter au jour le jour. Donc, si par exemple, tu as un cabinet qui est reconnu pour son département private equity, qui fait beaucoup de LBO, etc., tu sais que si tu vas en entretien dans leur département taxe, c'est sûr qu'on va te poser des questions sur bah, la fiscalité des LBO, structuration fiscale des LBO, déductibilité des charges financières, amendement Charas, etc. Et donc vraiment, faut essayer d'anticiper au maximum les questions qu'on va te poser à l'entretien en te basant sur la pratique du cabinet et sur ce pourquoi le cabinet est reconnu. Et donc en faisant Ok. ça, tu te prépares bien et généralement, tu arrives à relativement bien anticiper les questions sur les cabinets, les gros cabinets d'affaires, qui soient anglo-saxons ou français. Tu as souvent des questions sur les retenues à la source, quand tu as des entités à l'étranger, ou tu vois, des petits sujets internationaux sur les prix de transfert. Donc vraiment, c'est pas compliqué en fait, il faut juste essayer d'anticiper le type de questions qu'on peut te poser. Et à partir de là, si tu t'es préparé, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Et surtout, les cabinets, les avocats, ils attendent pas que tu aies la réponse à tout. Ils savent enfin, pour la plupart, on est étudiant, on n'a pas énormément d'expérience. Donc, on n'est pas des robots, quoi. On n'a pas réponse à tout. Mais juste voir la manière dont tu raisonnes et voir les bases que tu as, donc en fiscalité, les règles que tu peux solliciter. Et vraiment, même quand vous n'avez pas la réponse, essayez de raisonner à voix haute. Parce que si vous restez silencieux face aux avocats, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dans votre tête. Alors que quand vous raisonnez à voix haute, même si c'est pas la bonne réponse, ils voient, plutôt ils entendent les questions que vous vous posez. Et ça leur permet de voir votre manière de raisonner. Et parfois, ça joue plus qu'avoir la réponse parce que vous avez appris juste avant l'entretien quelle était la réponse. Hmm, hmm. Ok, bah, parfait. J'ai rien à ajouter. De toute façon, c'est ta spécialité, tu connais mieux que moi. Mais c'était très complet. Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que il y a quand même moyen d'anticiper quand même sur les questions en regardant quand même la nature du cabinet, la nature de leur dossier. Donc finalement, quand on arrive en entretien, on peut ne pas être surpris parce qu'on connaît quand même la nature de leur dossier. Et C'est ça. Et forcément, encore une fois, contacter les anciens stagiaires. Tu ouais, contactes l'ancien stagiaire, tu demandes, oui, comment ça se passe en entretien? Salut, j'ai un entretien dans tel cabinet, j'ai vu que t'es stagiaire là-bas. Comment se passe l'entretien? Est-ce qu'il y a des questions techniques, sur quoi ça porte, machin? Et rien que ça peut donner vraiment de bonnes orientations pour anticiper les questions qu'on va nous poser. c'est ça, ouais, parce que c'est toujours les mêmes Mm, questions qui reviennent en général, hein, ils vont mm. pas aller très loin non plus. Et effectivement, c'est bien aussi d'avoir la bonne réponse, mais le raisonnement compte beaucoup parce que je sais qu'on peut avoir des bonnes réponses sur des questions, mais ils vont un peu nous challenger et mettre en confrontation un peu notre réponse avec des dossiers très pratiques. Et là, ça change tout. Le fait Mm. d'apprendre par cœur, c'est pas souvent suffisant. Moi, je sais que j'ai eu l'expérience de ça. Je connaissais les réponses à certaines questions, mais parfois ils nous poussaient un peu plus loin Mm. euh, pour euh, pour voir comment je réfléchissais. Et effectivement, là, bon, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Effectivement, c'est voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et aussi jusqu'où tu es capable d'aller dans une situation où que tu n'avais pas forcément prévu. Et c'est ça qui est assez intéressant, mais ça se prépare aussi. Donc voilà, faut se renseigner un maximum et effectivement demander vraiment aux stagiaires, aux anciens stagiaires, ils donneront un maximum d'informations sans problème et ils seront aussi contents Mm. de pouvoir aider. Parce que bon, on est tous dans le même bateau quand même. C'est Ok. sûr. Bah c'est ça. Et là, on va passer un petit peu à ta préparation
et à ta réussite au CRFPA parce que c'est un examen que tu as préparé l'année dernière et que tu as réussi en plus du premier coup. Donc félicitations. Et est-ce que tu pourrais nous partager ouais, ta routine un peu de travail? Qu'est-ce que tu révisais le plus? Qu'est-ce que tu travailles le plus? Euh, Qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour réussir cet examen? Euh, bon, déjà, je tiens à dire que j'ai pas commencé ma préparation en amont. Donc j'ai pris une prépa privée et vraiment j'ai suivi de A à Z ce que les profs de la prépa nous disaient. Donc j'ai commencé ma préparation le 1er juillet, j'ai terminé le 31 août Hmm. et voilà, j'ai gardé 2 3 jours juste avant les épreuves et c'est passé. Donc après, sur la manière de travailler, même à mes amis qui le repassent ou qui le passent pour la première fois, je leur conseille de ne pas changer leur méthode de travail par rapport à ce qu'ils ont toujours fait. Donc, c'est-à-dire que si depuis 5 ans, tu as l'habitude de faire des fiches à tous tes partiels et que ça passe, continue à faire des fiches. Si tu as l'habitude d'apprendre par cœur, apprends par cœur. Enfin, vraiment, faut pas changer sa méthode de travail au moment du CRFPA parce que les révisions sont tellement intenses, il y a tellement de choses à apprendre que si en plus tu changes ta méthode d'apprentissage, donc tu vas apprendre d'une manière euh, que tu n'as pas encore testée, donc tu ne sais pas si cette matière, si cette manière d'apprentissage est efficace pour toi. Et en plus, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied parce que il y a tellement de choses à apprendre Hmm. que ça peut pas, ça ne peut pas le faire si tu commences à t'éparpiller sur tes manières d'apprentissage. Et après, sinon, franchement, c'est la régularité, la rigueur, la constance. Et en fait, vraiment, pour la prépa CRFPA, faut pas se poser de questions. Moi, vraiment, j'avais une routine. Le matin, je me réveillais, je crois, vers 8 heures. Je me douchais, je mangeais un petit déj, tout ça. 9 heures, je commençais à travailler. À midi, je prenais entre 45 minutes et 1 heure. Et après, le soir, je travaillais jusqu'à... Bon, au début, je m'étais dit, allez, 18, 19. Et après, plus la prépa avance, plus tu te rends compte du chemin qui te reste à parcourir. Et donc, plus tu as de pression. Et donc, moi, j'ai commencé à rallonger, rallonger, rallonger. Donc, à la fin, je travaillais énormément quand même. Je prenais même plus de repos. Enfin, j'avais plus de jours de repos dans la semaine. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose comment dire, que je conseille pas, parce que c'est vraiment compliqué de travailler donc de 9 heures à 23 heures tous les jours. Tu prends même pas une après-midi de repos dans la semaine. C'est vraiment Hmm. compliqué. Et c'est vrai que la prépa CRFPA, c'est, comme beaucoup disent, c'est un marathon, c'est pas une course de vitesse. Donc l'objectif, c'est de tout apprendre, de tout connaître, mais de pas arriver cramé aux épreuves. Parce que C'est si tu ça. arrives fatigué aux épreuves, ça peut être encore plus préjudiciable que de ne pas connaître tout le programme. Hmm. Donc vraiment travailler sur ça, essayer de garder une bonne hygiène de vie. Donc même si on bosse toute la journée, essayer de manger pas trop n'importe quoi, de manger des légumes. Si vous avez l'habitude de faire du sport, essayez de continuer à faire du sport parce que ça joue énormément sur le moral. Et vraiment, la prépa CRFPA, c'est vraiment un combat mental. Mais tu dis justement que c'est un marathon, mais tu as quand même fait une préparation uniquement estivale, donc de juillet à août. Et est-ce que donc c'est 2 mois de révision intense qui bon, c'est assez relatif, hein, pour certains c'est assez, pour d'autres c'est pas assez, mais il y a toujours la possibilité de préparer avant quand même. Mais je veux dire par là c'est que est-ce que tu es quand même parvenu à apprendre un maximum de choses en 2 mois, ou quand on le prépare en 2 mois on est obligé de se dire bon, je sais que je peux pas tout connaître, mais j'y vais quand même. En 2 mois, je pense que c'est faisable. Moi, j'ai fait aucune impasse, j'ai tout Mm. appris. Bon, certes, il y a pu avoir certaines choses que j'ai moins retenues que d'autres, et peut-être qu'un mois en plus de révision, ça aurait pu être bénéfique. Ouais. Mais j'ai trouvé que, en tout cas, la prépa que j'avais pris était bien calibrée. Donc sur 2 mois, tu avais vraiment le temps de tout faire, de tout voir.
Et pour moi, franchement, ça a été bien. Après, la prépa porte son nom, hein, prépa intensive. Tu Ouais, sais que ça va être intensif. Donc, faut pas s'attendre à un truc tranquille, machin. Non, c'est intensif. Mais si tu suis le rythme, tu finis ton programme. Et logiquement, en théorie, à la fin, tu connais, enfin, t'as vu tout ce qu'il fallait voir. Mais après, c'est vrai que enfin, c'est compliqué. Et faut quand même avoir le mental pour continuer. C'est pour ça que je disais de continuer de faire du sport, s'aérer. Si vous faites de la musique, faire de la musique, continuer à lire. Enfin, garder un petit moment à soi et pas s'enfermer uniquement dans ça parce qu'après, tu peux péter un câble trop facilement. ouais, c'est ça, et c'est du Mm. gâchis parce que bon, il faut arriver quand même frais un minimum à l'examen et avoir fait toute cette préparation pour C'est ça. rater parce qu'on est fatigué, c'est dommage. Mhm. C'est ça. Vraiment. Et après, sur ton expérience du grand oral, donc, ouais, comment tu t'es aussi organisé par rapport à ça? Et vraiment, qu'est-ce qui est recherché par les membres du jury auprès de l'étudiant qui passe le grand oral? C'est quoi la différence entre un étudiant qui réussit grand oral et celui qui ne réussit pas? Euh, Comment on fait pour réussir cet examen-là? Alors, déjà, le grand oral, moi, je l'ai moins bien vécu que les épreuves écrites. Parce que Ah ouais, les épreuves écrites, en fait, la prépa te donne le programme. Mais même quand tu vas sur le site du CNB, tu as le programme, tu sais ce qui va tomber. Même s'il y a beaucoup, tu sais ce qui va tomber, il y a un cadre. Alors que le grand O, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Même si tu apprends tous les cours qu'on va te donner, il y a toujours une énorme part de chance, d'aléa dans le sujet que tu vas piocher. Et tu peux tomber sur des trucs que tu ne vois pas là, en prépa ou en cours, des trucs qui ont toujours un rapport avec les droits et libertés fondamentaux, mais qui sont tellement éloignés que tu t'es pas dit, ah, ça, faut que je le connaisse. T'as beau connaître par cœur la CEDH et la DDHC, ça va rien changer. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître sur l'actualité, plus ou moins récente. Donc vraiment, c'est un travail qui est, je dirais, interminable. Et t'as hmm. jamais... En fait, le grand taux, j'ai l'impression que t'as jamais fini de réviser. Vraiment, t'es jamais serein en mode C'est plus un ça marathon y est, là, j'ai tout fini, j'ai tout révisé, je c'est connais le tout. tour du monde. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et donc, bah, sur le grand taux, en fait, c'est surtout un. Pour moi, c'était garder son sang-froid face au sujet, parce qu'on n'a qu'une heure de préparation. Même Hmm. si on est face à un sujet qui nous inspire pas, etc., faut garder son sang-froid parce que une heure, t'as pas le temps de paniquer. Une heure de préparation, si on te donne le sujet, tu pars, tu fais un sprint. Là, c'est plus un marathon, là, c'est un sprint. Et du coup, bah, vraiment essayer de. Vraiment, quand tu vois ton sujet, tout ce qui est autour, tu vires. Tu gardes que les connaissances qui collent à ton sujet. Et, et voilà, hein. Là, c'est toi et ta copie. Essayer de faire un exposé clair, organisé, donc structuré, avec un plan, une problématique, les trucs de base. Et après, essayer d'agrémenter, trouver des jurisprudences. Mais vraiment, c'est un exercice vraiment compliqué qui nécessite de mobiliser des connaissances rapidement et parfois des connaissances qui ne sont pas juridiques. Ça peut être des choses que tu as vues à la télé, que tu as lues dans un journal, des sujets d'actualité. Enfin, moi, par exemple, je suis tombé sur un sujet sur les violences policières. Donc, tu vois, tu avais toutes les actualités, pardon, donc avec toutes les affaires qui sont sorties donc dans les dernières années, dans les derniers mois. Et donc vraiment, c'est des choses, tu vois, connaître le stade d'avancement d'une affaire pénale pour violence policière, c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement penser à réviser dans tes révisions du grand oral, alors que pourtant, bah, je suis tombé sur ça. Donc Hmm. vraiment, c'est ne pas se mettre de limites, essayer au plus tôt de commencer une sorte de veille de presse. Donc lire la presse, je sais pas, s'abonner, surtout qu'il y a beaucoup de facs qui permettent ça, donc qui ont des abonnements soit aux Échos, au Monde, aux Parisiens, enfin peu importe. Essayer de s'abonner à une chaîne de presse, ou même sur Internet, et lire relativement souvent des articles, regarder des infos, écouter des podcasts, ça peut vraiment aider
Et même si ce n'est pas des choses qu'on va retenir à 100%, au moins ça va faire partie des choses que l'on connaît un minimum ou une petite anecdote à rajouter pendant l'examen qui permet justement de combler un petit peu plus de temps et vraiment nous aider à tenir les 10 minutes de l'exposé. Donc c'est quand même possible de tomber sur une question, puisqu'on peut vraiment tomber sur tout, de tomber sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, voire auquel on n'a même pas à laquelle on n'a même pas la réponse. Euh, Comment on fait pour se sortir lorsqu'on n'a même pas la réponse à la question? On peut pas dire je sais pas. Mm. Comment on fait pour broder? Ouais, c'est ça la difficulté du grand oral, parce que quand on te pose une question, il y a très peu de moments où tu peux ne pas savoir. Tu peux dire désolé, je ne sais pas. Mhm, Les seuls moments où tu peux dire que tu ne sais pas, c'est vraiment quand on te pose une question de pure connaissance. Donc par exemple, on te dit qu'est-ce que l'article 8 de la CEDH dit? Si tu sais mhm, pas, bah là, tu peux pas deviner. Mais quand on te pose une autre question sur, par exemple, ben, je te donne un exemple que j'ai vécu. Quand on te pose une question sur les violences policières ou sur, je sais pas, comment on appelle ça? La légitime défense, des trucs comme ça. Si t'as pas la réponse, il faut que tu essayes comme je disais tout à l'heure, comme en entretien, il faut que tu raisonnes à haute voix. Donc, mhm, tu essaies de rassembler les connaissances que tu as. Donc, essayer de prendre même des sujets qui sont connexes, pas forcément pile sur la question qu'ils t'ont posée, mais dire par exemple, bon, j'ai pas d'exemple en tête là, mhm. mais parler de choses qui sont un petit peu à côté, mais qui se rapprochent et développer plus la chose que tu connais. Donc, même si tu ne connais pas la réponse donc, à la question qui t'est posée, répondre un petit peu à côté, mais pas trop, et essayer de pousser les membres du jury à poser plus de questions donc, sur, le- sur le, sur le point sur lequel vous avez plus développé. Ok, ouais, on peut répondre dans la même thématique, même si c'est pas la réponse exacte, mais Et voilà, c'est on ça. reste dans le même contexte, ça peut quand même le faire. Ok, Et même montrer que tu as des connaissances dans ce domaine-là, même si tu ouais, ne sais pas exactement répondre à cette question-là, que tu connais d'autres choses qui s'y rapportent. ok. Ouais, très bonne stratégie, très bien. Bien, merci Théo, c'était la dernière question. Merci vraiment beaucoup pour ce témoignage très inspirant. Donc, Merci à toi. c'est un parcours vraiment brillant qui peut vraiment inspirer pas mal d'étudiants qui vont nous écouter. C'est très intéressant. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui souhaitent être aidés pour obtenir une mention à la fac de droit ou pour des questions d'orientation, n'hésitez pas à prendre un appel. Il y a un lien qui se trouve dans la description. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bon courage. Merci Théo encore une fois. Merci à toi. Allez, à très vite.